Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne durant 1 heure sur Bismart dans la gestion de vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec un focus sur l'investissement dans l'immobilier de logistique dans Patrimoine thématique. Patrimoine thématique consacré tous les lundis, on le rappelle, aux thématiques immobilières. Et puis dans Enjeu Patrimoine, nous nous poserons la question de la prévoyance du chef d'entreprise. Comment celui-ci peut-il anticiper les différents aléas de la vie et est-il réellement protégé par sa fonction? Nous en parlerons avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting, et Romain Charles, CEO de Lucky Cart. Et puis dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, nous serons rejoints comme d'habitude par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine, afin de donner la parole aux experts de la gestion patrimoniale. Nous parlerons nue propriété mais aussi stratégie d'impact avant de faire un focus sur le testament avec Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. Smart Patrimoine, c'est parti et on se retrouve tout de suite dans Patrimoine thématique. Et on commence donc comme tous les jours avec Patrimoine thématique et tous les lundis ce Patrimoine thématique est consacré aux thématiques immobilières et aujourd'hui plus précisément nous allons faire un focus sur l'investissement dans l'immobilier de logistique. Pour en parler nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Bertin, spécialiste de l'investissement en immobilier logistique chez CBRE. Bonjour Guillaume Bertin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. L'immobilier logistique, on a l'impression que ça revient à la mode aujourd'hui. C'est un sentiment diffus comme ça ou ça correspond à une certaine réalité? Alors vous avez raison, ça correspond à une vraie réalité aujourd'hui. C'est une classe d'actifs qui attire beaucoup de capital en ce moment, pour des raisons que je vais vous exposer bien sûr. Si vous souhaitez, je peux peut-être mettre les choses en perspective sur le marché de l'investissement global en immobilier d'entreprise. Le marché en 2020 de l'immobilier d'entreprise, c'est-à-dire bureaux, commerce et logistique, c'est à peu près 29 milliards d'euros. D'accord. Et la logistique en 2020, là-dedans, c'est 4 milliards et demi d'euros à peu près investis, c'est-à-dire à peu près 16% des volumes. D'accord. Mais il y a une vraie accélération effectivement en cours de ce marché, puisque les perspectives en 2021 d'atterrissage sont plutôt à 6 milliards d'euros pour la partie logistique, ce qui va représenter une part de marché globale d'environ 25%. Et ça s'explique par quoi? Parce que vous nous avez cité 3 grandes thématiques, bureau, commerce, logistique. Bureau, on voit l'essor du télétravail, commerce, on voit l'essor du e-commerce, et donc en fait, les investisseurs se disent qu'il vaut mieux aller sur la logistique, c'est ça? Alors, vous avez raison, il y a un rééquilibrage qui est en cours, notamment par rapport au bureau, qui évidemment vit en ce moment un léger trou d'air. Je dirais qu'il y a 4 raisons qui poussent les investisseurs à se positionner sur ce marché-là. La première raison, c'est une raison financière que vous connaissez, puisqu'il y a évidemment beaucoup de liquidités en ce moment sur les marchés à placer. Bien sûr. Donc il faut les placer quelque part. Il faut bien les placer quelque part. Donc on cherche de nouvelles thématiques d'investissement. Absolument, vous avez tout à fait raison. Ok. La deuxième raison, c'est une raison économique, puisque la pandémie a accéléré le e-commerce. Le e-commerce est passé de 40 milliards en 2018 à près de 60 milliards, un peu plus d'ailleurs de 60 milliards en 2020, et donc la tendance continue. D'accord. Donc les investisseurs cherchent évidemment à se positionner sur ce marché pour accompagner ces changements sociétaux. Bien sûr. Et donc aller sur l'immobilier de logistique, vous allez peut-être nous l'expliquer, mais ça veut dire en fait accompagner cette transition vers le e-commerce, c'est ça? Absolument. Le e-commerce, ça évidemment, ça bouscule un peu les moyens de faire de la logistique. Bah, bien sûr, parce qu'il faut livrer, donc il faut livrer chez le client final, plus dans les magasins. Ça nécessite plus de livraison, donc des process logistiques différents. D'accord. Je pense qu'on y reviendra. Alors, la troisième raison, c'est une raison immobilière, puisque le marché logistique français se caractérise par des loyers qui sont finalement assez faibles au regard de nos voisins européens, que sont la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Quelle que soit la thématique d'investissement ou le secteur d'activité? Je dirais que oui, absolument. On a des différences de loyers assez franches, même par rapport à l'Angleterre, par exemple. Ça peut aller du simple au double. D'accord. Donc effectivement, ça amène un certain nombre de clients à s'interroger sur pourquoi en France c'est bas et est-ce que ça va augmenter. Et quel lien direct avec la logistique du coup? Les loyers logistiques sont bas. Alors, quand vous êtes investisseur sur le marché, vous achetez pour obtenir un rendement. Bien sûr. Et donc, vous avez besoin de capter ce loyer. Et évidemment, si le loyer augmente dans le futur, eh bien, votre rendement va augmenter.
Et donc du coup, parce que vous nous donnez 4 piliers qui viennent expliquer l'investissement logistique, ce troisième pilier des loyers bas, c'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les loyers augmentent dans le secteur de la logistique plus précisément ? Tout à fait. D'accord. Alors ça a déjà commencé, ça a commencé depuis maintenant 3 ou 4 ans, où on voit des croissances de valeur locative qui sont même assez fortes sur certains secteurs. D'accord. Il faut savoir que les loyers logistiques ont été extrêmement stables pendant 40 ans en France. Donc on attendait évidemment cette hausse qui ne venait pas. Et puis cette accélération du e-commerce, la reprise économique, a fait que effectivement ça a commencé, donc il y a à peu près 4 ans, avec des hausses de valeur locative qui ont pu représenter 2-3% pour des grands entrepôts logistiques que vous voyez le long de l'autoroute. Bien sûr, oui, complètement. Mais pour certains bâtiments qui sont positionnés extrêmement proches des centres urbains, et donc qui servent là justement à acheminer cette marchandise chez le client final, ce fameux e-commerce. Bien sûr, oui. Ce qu'on appelle les dark stores ou c'est pas forcément ça ? Non, c'est pas forcément ça. C'est pas D'accord. forcément ça. On y reviendra si vous voulez sur l'objet immobilier que ça représente. Mais les loyers de ces bâtiments qui sont positionnés très proches des centres urbains ont, pour certains, connu une hausse de valeur locative de près de 30% en 5 ans. Okay, c'est absolument colossal. Et ça n'est pas fini. La tendance, évidemment, continue à augmenter. Et alors, le quatrième point, rapidement ? Le quatrième point, c'était un point plus, je dirais, structurel, puisque effectivement, il y a un rééquilibrage des investisseurs, de leur allocation sur la partie logistique. Le bureau était un peu surpondéré en France sur les 10 dernières années. Parce qu'il offrait d'un côté des bons rendements, de l'autre, il donnait l'impression d'être relativement sûr, puisqu'on louait à de très grandes entreprises. Et puis, d'un coup d'un seul, l'accélération du télétravail conduit peut-être à revoir un petit peu ces allocations. Oui. Voilà, absolument. Et puis, c'est un marché sur lequel il y a plus de liquidité locative. En ce sens qu'il y a plus de demandes. Les biens se louent, évidemment, plus facilement. Il y a plus de demandes, tout simplement. Donc les clients travaillaient beaucoup, évidemment, investissaient beaucoup en bureau. Mais aujourd'hui, donc c'était 65% environ, la moyenne des 10 dernières années de cet argent investi en bureau, là où l'Europe était plutôt à 45%. Donc les investisseurs qui travaillent non pas que sur la France, mais en réalité qui travaillent sur une stratégie pan-européenne d'investissement, eh bien repondèrent leur portefeuille, notamment en actifs logistiques. Alors, investir en immobilier logistique, ce que je vais vous dire ne va pas vous surprendre, on pense automatiquement Amazon, on pense géant du net qui livre, essor du e-commerce d'ailleurs, qui livre à tout le monde, qui doit livrer le plus rapidement possible. Et on se dit, je vais investir en immobilier logistique. Vous avez cité par exemple ces grands entrepôts qu'on voit du côté des autoroutes. Concrètement, donc j'investis. Il y a une entreprise qui exploite cet entrepôt. On se demande en fait, est-ce que c'est liquide ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'exploitants sur le marché ou est-ce que en fait, c'est des très gros finalement qui exploitent tous ces entrepôts ? Alors les très gros, c'est ceux qu'on voit. Donc évidemment, c'est ceux qu'on a en tête. Mais nous, chez CBRE, on est sur le marché au quotidien, sur le terrain. Et en réalité, on a des utilisateurs qui peuvent être beaucoup plus petits. D'accord. En réalité, des petits acteurs de logistique, mais aussi des utilisateurs finaux, des sociétés qui livrent directement chez les clients et qui sont de taille plus modeste. Donc on a vraiment tous les profils. Et il n'y a pas que les grands noms de ce e-commerce, même si effectivement ils sont très symptomatiques et puis ils justifient une bonne part des volumes. Et il y a toute une autre frange d'utilisateurs qui ont besoin donc d'autres entreprises effectivement quand même qui sont dans la logistique mais qui seraient plus petites du coup. Qui sont plus petites, d'accord, tout à fait. Et alors vous nous parliez de ces centres logistiques qui sont plus proches du cœur des villes. Là c'est quelque chose de nouveau, c'est des nouveaux lieux par exemple sur lesquels les investisseurs n'allaient pas avant. Oui, tout à fait. En fait ce qui se passe c'est que ce e-commerce amène une redéfinition des schémas logistiques des utilisateurs. Donc avant, effectivement, on avait tendance à stocker dans des grands entrepôts que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des lieux finalement de stockage, dans lesquels on vient stocker du produit. Mais aujourd'hui, livrer chez le client final, c'est pouvoir avoir des bâtiments qui sont plus des bâtiments de flux que de stockage. Bien sûr, puisqu'on ne veut pas attendre. On ne veut pas attendre et on veut que les marchandises aillent très vite chez le client et même pour les retours d'ailleurs, on veut que ça revienne vite. D'accord. Et donc évidemment, ça a amené toute une redéfinition de la supply chain des entreprises. Et aujourd'hui, pour pouvoir bien livrer chez le consommateur final, il faut être très proche des centres urbains. Et donc, il y a un afflux absolument colossal et de capital, mais aussi de demandes locatives, donc des utilisateurs, pour se positionner proche des centres urbains. Et c'est très compliqué de trouver, évidemment, ce type de produit.
puisque vous le savez, la ville est dense, Bien sûr, la ville se développe. Oui, mais on pourrait se dire, vu que ce n'est pas des emplacements numéro 1, puisqu'on n'a pas besoin d'avoir pignon sur rue, finalement, quand on fait de la logistique, il suffit d'avoir un local qui soit bien placé, mais on se fiche pas mal de savoir s'il y a une terrasse ou s'il y a une vitrine ou autre. Non, ça reste compliqué quand même. Tout à fait, ça reste extrêmement compliqué. Les taux de vacances sont très très bas sur nos marchés. Je vous donne un exemple. Si vous cherchez aujourd'hui à livrer sur Paris, vous allez probablement devoir étudier une solution immobilière qui va se trouver autour de la 86. D'accord. Qui est, bien sûr. pour nous, en logistique, le périphérique. Il faut apporter effectivement les marchandises, oui, bien sûr. Le taux de vacances aujourd'hui sur ces bâtiments sur le marché 86, c'est moins de 5%. D'accord. Donc c'est très compliqué de trouver. Et ça, évidemment, pousse tout le marché à envisager des solutions un petit peu alternatives. Vous l'évoquiez dans votre question. Où est-ce qu'on peut aujourd'hui faire cette logistique urbaine ? Eh bien, quand on est à Paris-Centre, par exemple, on ne va pas construire un entrepôt à Bien Paris. sûr. Non, et donc, on va le faire dans des endroits un peu plus alternatifs. Les parkings, aujourd'hui, c'est une thématique que nous, on travaille beaucoup chez CBRE. D'accord. Donc, on investit dans un parking, mais pour faire de la logistique. On peut, voilà, tout à fait, exactement. Alors, ce n'est pas un parking, c'est un plateau entier, un plage entier de parking. D'accord. Mais tout à fait, on commence à regarder ce genre d'actifs pour pouvoir aller justement traiter ces colis qui doivent aller chez le client final. C'est un exemple. Il y a d'autres exemples possibles. Par exemple, on fait de la logistique urbaine dans ce qu'on appelle des parcs d'activités, c'est-à-dire normalement des bâtiments qui sont divisés en petites cellules pour des PME, PMI, qui sont situés en première couronne parisienne, par exemple. De plus en plus, on vient faire de la logistique urbaine dans ces ensembles. Parce que sinon, le produit n'existe pas. Rapidement, pour revenir sur le côté investissement en logistique, en immobilier de logistique, ça veut dire quoi concrètement pour un épargnant d'investir en immobilier de logistique ? Quel rendement, quel risque, quelle durée d'investissement, quelle liquidité ? Alors, c'est un marché de niche. Il y a à peu D'accord. près 160 transactions sur le marché chaque année. C'est une moyenne. Donc, c'est pas facile de rentrer sur ce marché-là quand on est investisseur particulier. Néanmoins, il y a des solutions, bien sûr. Je dirais que la solution la plus simple, c'est quand même de prendre des parts de SCPI, puisqu'il y a des SCPI dédiés à cette thématique d'investissement qui ont été lancées les dernières années. Et les SCPI plus généralistes, plus historiques, elles-mêmes cherchent à investir sur ce marché pour doper un petit peu leur rendement. Alors, je vous expliquais qu'il y avait un afflux de capital sur le marché, qu'on était sur un marché qui finalement était assez contraint, avec peu de produits à vendre. Mathématiquement, les rendements baissent. Les rendements baissent même assez fortement. Aujourd'hui, la prime de risque qui existait, qui était de 200 à 300 points de base il y a 10 ans, entre l'investissement logistique et l'investissement bureau, a quasiment disparu. D'accord. C'est-à-dire que là où le taux prime bureau aujourd'hui est à 2,75, le taux prime entrepôt est à 3,25. D'accord. Au 3T 2021. Et nous avons des négociations en cours qui sont proches des 3%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous cherchez, si vous cherchez de la sécurité locative, donc des bâtiments récents, très bien loués, vous allez investir presque au même rendement qu'en bureau. D'accord. Alors, il y a quand même un effet positif et un petit potentiel d'amélioration de ce rendement, puisque je vous le disais tout à l'heure, les valeurs locatives sont en forte hausse sur certains marchés. Et donc, on pourrait attendre une revalorisation du coup du parc immobilier pour le coup logistique. Tout à fait, et surtout une hausse de son rendement dans le futur. Merci beaucoup Guillaume Bertin de nous avoir détaillé dans un temps aussi court du coup ce que ça veut dire investir en immobilier logistique et ce que ça veut dire aussi surtout l'immobilier logistique en 2021. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'investissement en immobilier logistique chez CBRE. Merci à vous. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Merci. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Enjeu Patrimoine où nous allons tenter de comprendre les enjeux de la prévoyance lorsque l'on est chef d'entreprise. Nous en parlons avec Sonia Elmlinger, directrice générale de Social Care Consulting. Bonjour Sonia Elmlinger. Bonjour Nicolas. Social Care Consulting qui propose entre autres et qui est spécialisé dans la protection sociale du chef d'entreprise. Donc il y a la prévoyance dedans mais pas que, il y a également la retraite ou autre. Et nous en parlons également avec Romain Charles, CEO de Lucky Cart. Bonjour Romain Charles. Bonjour Nicolas. Alors, pour le coup, vous n'êtes pas spécialisé en prévoyance d'entreprise, mais vous êtes un chef d'entreprise qui s'est intéressé à ces questions-là et on y reviendra ensemble. Lucky Cart, très rapidement, qui est une solution de machine learning, si je ne dis pas de bêtises, qui vise à améliorer les offres promotionnelles. C'est bien défini ? C'est bien défini, exactement. Ouais. On se définit comme un façonneur d'habitude pour arriver effectivement à optimiser les opérations promotionnelles qu'on peut pousser sur les sites e-commerce. Grâce à la data. Grâce à la data. Bon, alors on va parler de prévoyance d'entreprise, Exactement. mais au moins on sait effectivement qui s'exprime sur ce sujet-là. La prévoyance du chef d'entreprise, on peut peut-être commencer par la définir rapidement, Sonia Elmlinger, et surtout de
se poser la question de savoir pourquoi il faut s'y intéresser quand on est chef d'entreprise. Tout à fait. Alors que quel que soit le statut qu'on ait, qu'on soit salarié ou qu'on soit travailleur non salarié ou profession libérale, effectivement, il faut s'y intéresser puisque la couverture de base, que ce soit la couverture sécurité sociale ou des caisses de prévoyance, ne couvre pas la totalité de vos revenus. D'accord. Donc, si vous arrive un décès, une invalidité ou un arrêt de travail, vous pouvez vous retrouver en grande difficulté financière et mettre en difficulté votre entreprise et également votre famille. Et donc là, en fait, vous nous avez cité 3 cas, que ce soit profession libérale, salarié ou indépendant. La situation est la même dans tous les cas. Alors, parce qu'on pourrait se dire que quand on est salarié, on est mieux protégé quand même. Alors, pas du tout. Effectivement, les 3 statuts sont totalement différents. Quand on est salarié, on est mieux protégé, oui. Quand on est travailleur indépendant, ça dépend des caisses. Donc, si on est profession libérale, on peut avoir d'importantes carences, même si depuis le 1er juillet, il y a eu quelques réformes. Mais en tant que salarié, effectivement, on est plutôt bien protégé, mais pas pour tout, puisque si on est chef d'entreprise et qu'on est associé, par exemple, il y a un décès dans l'entreprise, donc là aussi c'est la prévoyance. Si on est au chômage, si on est mandataire social, on n'a pas de couverture chômage comme un salarié traditionnel. Donc il y a vraiment pas mal de carences à couvrir. Alors peut-être un petit point de définition avant d'aller plus loin. On parle de prévoyance, on parle de protéger. On a mentionné plusieurs fois le mot décès. Concrètement, la prévoyance pour le chef d'entreprise, c'est quoi ? Alors, c'est couvrir les risques d'essai, évidemment, donc le plus important. Ensuite, donc ça va être pour soit un capital qui va rentrer dans l'entreprise dans le cadre d'un contrat homme-clé, soit d'un capital qui va être pour sa famille, pour une rente pour les enfants, pour le conjoint. Donc, protéger sa famille, protéger l'entreprise. Et l'entreprise. Le deuxième sujet, ça va être l'invalidité. Donc là, ça veut dire qu'on ne peut plus exercer son activité. Donc, l'invalidité, il faut qu'elle soit bien sûr professionnelle. Donc, il faut faire très attention sur les contrats, parce que si on a juste une invalidité, moi, si je perds un doigt, ça ne va pas m'empêcher de travailler. Par contre, un chirurgien dentiste, s'il perd un doigt, il ne peut plus jamais travailler. Oui, complètement. Donc ça, c'est très important de le voir. Donc l'invalidité, ça va aller jusqu'à la retraite. Donc on va avoir une perte de revenus, forcément. Donc ça va couvrir cette perte de revenus. Et le dernier volet, ça va être l'arrêt de travail. Donc si jamais on a un arrêt de travail temporaire, là, ça va couvrir la perte de revenus en fonction des différentes caisses. Ça va compenser la perte. Compenser la perte de revenus, parce qu'effectivement, il faut continuer à vivre, mais on ne pourra plus avoir de revenus de son activité professionnelle. Tout à fait. Éventuellement, prendre un remplaçant, ça peut couvrir aussi ce type de risque. Et alors, pour bien comprendre le contexte dans lequel on s'exprime, vous nous parlez de différentes caisses. Là, on n'a même pas parlé de passer par un contrat de prévoyance encore. Et il y a des différences, en fait, entre les différentes caisses, donc quel que soit le statut, mais ensuite, en plus, au sein des statuts, en fonction de son métier, finalement ? Oui, tout à fait. Que vous soyez avocat, par exemple, en donc libéral. Ça, c'est les professions libérales, bien sûr. Profession libérale, vous avez, par exemple, les 3 premiers mois d'arrêt de travail, vous n'avez pas d'indemnité. Vous avez des indemnités qu'à partir de 3 mois. Donc, si pendant 3 mois, vous avez 0 revenu, ça, c'est vraiment problématique. Un travailleur indépendant, on va dire un gérant de SARL, ça va être entre 22 € et 56 € d'indemnité. Donc, 22 €, c'est 660 € par mois. Par jour non. Par jour. Par jour, d'accord. Ok, j'ai bien fait de poser la question. Oui, tout à fait. Bon, ça fait quand même que 660 € par mois. Oui, effectivement, bien si sûr, vous avez une famille à nourrir et que vous habitez, par exemple, en région parisienne, ça va être ça peut être un peu complexe, effectivement. Voilà. Oui. Et donc, il existe des solutions pour ça, c'est de passer par des contrats de prévoyance, et où là, en fait, on va anticiper tous ces aléas de la vie, et on va, mentionner que si jamais on a tel ou tel problème qui arrive, ou si on fait face à un décès ou autre, en fait, le contrat de prévoyance prend le relais, que ce soit pour protéger l'entreprise ou la famille, c'est ça ? Tout à fait. Donc effectivement, on peut mettre en place plusieurs dispositifs. Donc le contrat homme-clé, donc là c'est évidemment pour protéger l'homme-clé d'entreprise, donc le chef d'entreprise, mais ça peut être aussi un commercial qui fait beaucoup de chiffre d'affaires pour l'entreprise. Contrat homme-clé, en fait, ça revient à dire mon activité est trop dépendante de cette personne-là, donc en fait, si jamais cette personne-là venait à ne plus pouvoir travailler dans l'entreprise, l'activité, il y aurait un risque pour l'activité. Tout à fait. Donc on va pallier à la perte de chiffre d'affaires, à la perte
financière pour l'entreprise en cas de décès ou d'invalidité de cette personne. D'accord. Après, il y a effectivement pour la famille le décès, l'invalidité et l'arrêt de travail, mais là, ça peut couvrir également un remplaçant. Donc ça, c'est évidemment très important parce que on sait qu'un tiers des entreprises qui disparaissent est dû à une indisponibilité temporaire ou définitive du chef d'entreprise. D'accord. Donc c'est des chiffres qui sont très importants et malheureusement en France, c'est des sujets qu'on n'aborde pas beaucoup. Dans les pays anglo-saxons, ce sont des sujets extrêmement... Bien sûr. Tout le monde est protégé. On n'aime pas parler de ce qui pourrait... Déjà, on n'aime pas parler de ce qui va mal, mais alors de ce qui pourrait potentiellement mal aller, là, c'est encore pire. Tout à fait. C'est vraiment un sujet tabou et donc c'est vraiment très très important parce que même une indisponibilité temporaire, une maladie ou quoi que ce soit, ça peut vraiment mettre en danger son patrimoine. Donc quand on a quand même passé pas mal d'années à construire son entreprise, à construire son patrimoine, à protéger sa famille, se mettre en danger pour quelques mois d'arrêt de travail, c'est, je trouve, vraiment dommage. Et c'est la situation potentiellement la moins dramatique, en plus, l'arrêt de travail. Tout à fait. Romain Charles, le Lucky Card existe depuis combien de temps ? La société existe depuis 2010, mais c'est une société que j'ai reprise en 2018. D'accord. Donc vous êtes à la tête de la société depuis 4-5 ans là. Oui, depuis 4 ans, exactement. Depuis 4 ans, est-ce que quand on est entrepreneur et jeune, le sujet de prévoyance est un sujet auquel on pense d'emblée lorsqu'on se lance dans l'aventure entrepreneuriale ? Alors c'est clair que c'est un sujet auquel on ne pense absolument pas. D'accord. Et puis pour le coup, moi avant le Lucky Card, j'ai travaillé 18 ans en multinationale. D'accord. Donc on n'a pas vraiment à s'inquiéter de ce genre de problématiques. Et ensuite, quand on est entrepreneur, on a la tête dans le guidon, on ne veut pas se mentir. On travaille beaucoup, on a beaucoup de sujets différents. On a la tête dans le guidon, on n'y pense absolument pas. Et pourtant, c'est important de pouvoir se poser et de réfléchir à comment se protéger. Pourquoi ? Parce qu'être entrepreneur, déjà en tant que tel, c'est une prise de risque. Bah, bien sûr. Oui, et si on peut limiter les risques pour soi, pour la boîte et pour les siens, c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à ce type de produit. Et vous avez fait, vous, donc concrètement, qu'est-ce qui vous a convaincu de vous dire, parce que vous disiez, j'ai travaillé très longtemps dans une multinationale, donc je n'avais pas du tout à m'en préoccuper, donc potentiellement vous n'envisagiez peut-être même pas d'être moins protégé le jour où vous étiez entrepreneur, si ça quand même vous l'aviez en tête quand vous avez repris le Lucky Card ? Alors c'est peut-être pour une situation particulière chez moi, mais entre guillemets, moi je suis marié, j'ai 3 enfants. Dans mes 3 enfants, j'ai ma fille qui a une maladie grave. D'accord. Et moi-même j'ai une maladie rare. D'accord. Et du coup, on ne sait jamais vraiment de quoi l'avenir est fait, mais dans mon malheur, avec toutes ces maladies-là, on essaie quand même de se protéger. Et c'est ce qui m'a fait penser à prendre des garanties pour protéger ma famille. Donc au départ, honnêtement, j'ai pensé à ma famille, puis à moi, puis à l'entreprise. Et du coup, j'ai regardé les différents produits qui existaient, et c'est comme ça que j'en suis arrivé à l'assurance chômage, à la garantie homme-clé. Et donc à cette idée de se protéger, quel que soit l'aléa auquel vous pouviez faire face. Exactement. Et Sonia Elminger disait tout à l'heure qu'on n'aime pas parler de ce qui pourrait potentiellement aller mal. Du coup, quand on est chef d'entreprise et qu'on fait ce constat-là, alors effectivement avec votre histoire, du coup, quand on va voir un professionnel et qu'on lui dit j'aimerais me protéger, là pareil, c'est facile de jouer carte sur table en disant il pourrait m'arriver ça n'est pas encore le cas aujourd'hui, mais il faut l'anticiper. Alors d'abord, quand on tombe sur un professionnel, généralement il nous accompagne dans cette réflexion-là. D'accord, donc il s'est posé les questions quand même. Exactement, et puis il maîtrise mieux le sujet que nous. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est difficile, c'est d'arriver à se poser la question. Une fois qu'on s'est posé la question, tout roule. D'accord. Mais c'est vraiment d'arriver à se poser la question et se tourner justement vers un spécialiste du patrimoine et de la protection pour pouvoir nous accompagner. Bien sûr. Encore une fois, la plupart, je ne sais pas, pour moi en tout cas, je ne maîtrisais pas du tout ce sujet-là. Je maîtrise toujours moyennement, donc je peux faire appel à un spécialiste. Non, après on est accompagné. Ce qui est vraiment difficile, c'est d'y penser, parce qu'on a toujours ce sentiment d'être indestructible. Ou d'ailleurs, quand on se lance dans une entreprise, on dit on va réussir, coûte que coûte, on va réussir, et on ne pense pas à tout ce qui peut arriver à côté. Mais c'est le principe même en fait de l'entrepreneuriat, c'est d'y croire à fond et d'oublier peut-être tout ce qui fait que ça ne pourrait ne pas marcher. Et donc c'est la même chose en fait finalement pour l'entrepreneur. Et alors, donc il y a votre histoire à vous. J'imagine que vous connaissez d'autres entrepreneurs, que vous échangez avec eux. Vous constatez autour de vous que la prise de conscience est similaire ou... J'ai l'impression que ça a un peu de mal à décoller. D'accord, ok. On a du mal à comprendre qu'il pourrait y avoir un risque et qu'on pourrait se retrouver dans une situation un peu difficile. Exactement, mais
D'abord, quand on est entrepreneur, on le disait tout à l'heure, c'est que quand on est mandataire social, on n'a pas d'assurance chômage. D'accord. Oui, Et c'est pas une évidence sans nom. Hein. Moi, j'ai repris la boîte, on était 14, on est 45. On crée des emplois, on crée de la valeur. On est responsable. On est responsable. Et j'ai pas pensé une seule seconde que je n'aurais pas le droit au chômage. Et du coup, heureusement que j'ai pu être accompagné là-dessus, à mes fonds aussi qui me donnent des conseils, parce qu'autrement, je serais peut-être pas venu tout seul naturellement, quoi. Sonia Elminger, vous constatez la même chose, qu'il faut faire beaucoup de pédagogie quand on est face à des chefs d'entreprise, c'est que c'est pas la priorité finalement, la prévoyance, quand on est dans le guidon, en tout cas les premières années? Oui, tout à fait. C'est vu comme un coût et effectivement un coût supplémentaire en plus du reste. Et c'est pas du tout une priorité. Et plus les chefs d'entreprise sont jeunes, moins c'est une priorité parce que le problème de santé pour eux c'est très très loin. Bien sûr. Et donc ils s'en préoccupent pas du tout. Et c'est là au contraire, plus on est jeune, plus il faut souscrire ce type de protection, puisque après si on a un problème de santé, on peut se retrouver face à des questionnaires de santé où on va avoir plus de complications à se couvrir. Donc, au contraire, il faut vraiment s'y prendre le plus tôt possible. Et alors, concrètement, je veux me protéger. D'ailleurs, vous n'êtes pas spécialiste du sujet, mais vous l'avez fait, Romain Charles. Donc, je veux me protéger. Qu'est-ce que je fais concrètement? Donc, je prends rendez-vous avec un spécialiste et après, qu'est-ce qui se passe avec votre vision, votre vision de non-expert pour le coup? Non, sincèrement, j'ai fait le choix, mais ça m'arrangeait bien aussi, de leur faire complètement confiance. D'accord. Parce que d'abord, j'avais pas le temps de me mettre dans ce sujet-là. Du coup, on a discuté et j'ai eu plusieurs propositions sur les différents niveaux de couverture. D'accord. Et en fait, rapidement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose avec lequel je voulais pas négocier, c'est-à-dire que je préférais avoir le niveau de couverture maximum. On négocie avec des prestataires, potentiellement avec des clients, mais pas sur ce genre de sujet. Pas là-dessus, non. Exactement. Donc c'est comme ça que j'ai avancé. Et donc ensuite, vous choisissez ce qui vous correspond le mieux. Sonia Elminger, quand vous avez des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui viennent vous voir, qu'est-ce qu'il y a dans ces différentes propositions? Parce que là, vous nous avez parlé d'assurance homme-clé, de chômage, de protection de la famille, potentiellement, on peut imaginer de la protection d'un associé aussi, si la personne qui veut se protéger est l'associé majoritaire. Qu'est-ce qu'on propose? On fait un mix en fonction de la personne, en fonction de sa situation, ou il y a des choses qui sont quand même assez récurrentes? Alors effectivement, c'est vraiment du sur-mesure, parce D'accord. qu'il y a des cas, il y a autant de cas que de personnes Bien sûr, sur Terre, je dirais. Donc il y a des personnes qui ont déjà une famille, il y en a qui sont associées, qui ne sont pas associées. Donc on va prendre tous ces paramètres en compte. Et après, le plus important, ça va évoluer. Parce qu'effectivement... C'était ma question, c'est que oui, c'est à un instant T, mais ça peut évoluer aussi. Bien sûr, ça va évoluer, il faut que ça évolue. Donc il faut mettre justement à jour les garanties très régulièrement. Je dirais que l'idéal, c'est quand même tous les ans. Parce que quelqu'un qui est célibataire, qui monte sa boîte, dans 2 ans, il va se marier, dans 4 ans, il va avoir des enfants, bien et sûr, puis après, il va s'associer, il va racheter une boîte. Dès le contrat de départ, c'était pas forcément prévu, tout ça. Tout à fait. Donc tout ça, ça va évoluer avec le temps et avec l'évolution de l'entreprise. Et puis le statut aussi du chef d'entreprise, il peut être libéral au départ, et puis après, finalement, s'associer, être salarié, ou être travailleur non salarié, et le contraire. Donc il va pouvoir changer aussi de statut, et donc il va falloir s'adapter. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre à jour régulièrement ces contrats et également les clauses bénéficiaires. Bien sûr. On a 25 ans, on n'est pas marié sans enfant, ça va être sa famille, ses parents comme bénéficiaires, par exemple. Ou alors on ne se pose pas trop la question, puisque voilà. Et après on se marie, on a des enfants, il faut absolument faire évoluer, s'il nous arrive quelque chose, les clauses bénéficiaires. Donc tout ça, c'est vraiment un travail, pas quotidien, mais au moins annuel, de se poser les bonnes questions, de remettre tout à plat et puis de renégocier aussi ces contrats. Au niveau des et ça parle aux chefs d'entreprise, ça pour le coup, et aux entrepreneurs. Voilà, tout à fait. Romain Charles, je vous demande pas si tous les ans, vous mettez à jour vos contrats. Eh ben non, justement, parce que c'est exactement la réflexion que je me suis faite en l'écoutant. Je me suis dit, oh là là, dis donc, tous les ans, j'avais oublié ça. J'ai bien fait de venir là ce matin. Est-ce que, Romain Charles, on pourrait quand même... Bon, la prévoyance, déjà, c'est des termes qui font peur. Hein. Prévoir, protéger, décès, assurance invalidité, homme-clé ou autre. Est-ce que, quand on a mis le nez là-dedans, on y ressent une certaine sérénité ou où on se dit tiens effectivement ça c'était un pan que j'avais pas du tout envisagé, c'est réglé, je reviens sur mon activité. Comment est-ce qu'on se positionne maintenant? Je ne sais pas si c'est une sérénité, mais encore une fois, moi j'ai toujours estimé que la prise de risque était une vraie compétence et une vraie qualité. D'accord. Chez mes employés aussi, par exemple. Par contre, quand on prend des risques, il faut que ce soit des risques mesurés. Bien sûr. C'est pas une sérénité, mais j'ai juste l'impression d'avoir pris un risque mesuré pour mon équipe, ma famille et moi au final.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Romain Charles, CEO de Lucky Cart. Merci également Sonia Hemlinger, directrice générale de Social Care Consulting, d'être revenu sur les enjeux de la prévoyance lorsqu'on est chef d'entreprise. Quant à nous, on se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de Smart Patrimoine. Rebonjour et bienvenue dans la deuxième partie de Smart Patrimoine, une deuxième partie en partenariat avec Club Patrimoine, où nous donnons chaque jour la parole aux experts de la gestion patrimoniale afin d'évoquer avec eux les tendances mais aussi les enjeux du secteur. Et nous avons justement été rejoints par Laura Olivier, journaliste chez Club Patrimoine. Bonjour Laura. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Et au sommaire de cette deuxième partie de Smart Patrimoine, le club macro. La nue propriété, est-ce que c'est la nouvelle pépite de l'immobilier? On en parle dans un instant avec Romain Lourtiou, directeur commercial et marketing d'Agarim. Et ensuite, dans le Club Action, nous parlerons d'impact. L'impact est-il un effet de mode ou un véritable thème de gestion? Nous en parlerons avec Daphné Parent, analyste ESG ISR chez Gay-Lussac Gestion. Et dans la troisième partie, dans le Club Expert, nous retrouverons Maître Antoine Ravel d'Esclapon et nous parlerons d'un document important s'il en est, le testament. On se retrouve tout de suite donc dans le Club Macro. Bienvenue dans le Club Macro. Aujourd'hui, nous recevons Romain Lourtiou, directeur commercial et marketing d'Agarim. Bonjour Romain. Bonjour Laura. Bonjour, bienvenue. Bonjour Nicolas, merci. On va voir ensemble quels sont les fondamentaux de la nue propriété, mais aussi les points de vigilance. Mais peut-être, pour commencer, pour les gens qui ne connaissent pas très bien ou qui ne connaissent pas la nue propriété, est-ce qu'on peut rappeler, peut-être de manière très pédagogique, le schéma? Bien sûr. Effectivement, de manière très simple, on est sur un schéma qui se décompose comme suit. On a en fait à l'origine une pleine propriété que nous allons acquérir de manière systématique, sur laquelle on va opérer ce qu'on appelle un démembrement de propriété. Il consiste en quoi? C'est très simple, on va séparer l'usufruit de la nue propriété. L'usufruit étant d'une part en fait le droit de jouissance du bien, qui peut être un immeuble entier ou quelques appartements sélectionnés dans un ensemble immobilier. Et cet usufruit va être confié à un bailleur institutionnel qui va en avoir la gestion et l'entretien pendant une durée temporaire de minimum 15 ans. Parallèlement à ça, on va avoir la nue propriété, c'est-à-dire finalement, pour vulgariser un petit peu, la propriété des murs de cet appartement qui, elle, va être acquise par un investisseur particulier qui, n'ayant pas l'usufruit, aura accès à cette nue propriété avec une décote à l'achat qui est entre 30 et 40%. Et au terme du démembrement, l'usufruit s'éteindra, donc au terme des 15 ans minimum, et la pleine propriété se reconstituera gratuitement et automatiquement. C'est dans le cas d'un investissement. Il y a d'autres façons de faire Absolument. de la nue propriété et de l'usufruit, par exemple dans des cas de transmission où ça ne fonctionne pas comme ça. Ça, c'est quand on fait de l'investissement en nue propriété. Absolument. Oui. On est dans un cas qui est un peu particulier, c'est-à-dire l'usufruit locatif social avec un bailleur institutionnel, comme on vient de l'évoquer. Bien sûr. Effectivement, le démembrement de propriété est effectivement très ancien et inscrit dans le Code civil. Donc, c'est quelque chose qui est en général assez connu des familles. Ouais. Une fois qu'on sait ça, quels sont les fondamentaux vraiment à observer? Il y a deux fondamentaux. Le premier, selon moi, c'est d'avoir un bailleur institutionnel qui ait un sérieux de gestion, une solidité financière. Donc en fait, le sérieux et la robustesse du bailleur va garantir le bien fondé de cet investissement. Et le deuxième, c'est un fondamental qui est en fait commun à tout investissement immobilier, c'est l'emplacement. Bien sûr, toujours, finalement. Exactement. Donc avoir un emplacement pertinent dans une zone tendue, c'est-à-dire une zone où on a une demande qui est supérieure à l'offre, va garantir la performance de l'investissement. Ça va être du cœur de ville, par exemple. Ça va être du cœur de ville, ville dynamique, et donc Paris d'une part, mais ça peut être également ville de région qui ont un vrai attrait économique et sociétal. Quelles sont les spécificités chez vous, chez Agarim? Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas tout seul sur le marché, bien entendu. On a, je dirais, deux spécificités. La première, c'est le sourcing. On sait qu'aujourd'hui, le sourcing est véritablement le nerf de la guerre. Avec, on entend beaucoup parler de délivrance de permis de construire qui se sont vraiment raréfiées ces dernières années, avec pour les collectifs quasiment 25% de délivrance de permis de construire en moins, des mises en chantier beaucoup ralenti également consécutivement à la crise Covid, dans l'ancien également.
Donc l'accès au foncier est de plus en plus compliqué. Donc le fait d'avoir chez nous 80% de notre sourcing qui est désintermédié, c'est-à-dire qu'on a des dossiers qui sont directement apportés soit par les promoteurs, par des propriétaires d'immeubles ou par des institutionnels, nous permet d'avoir effectivement un accès à cette offre qui est d'autant plus conséquent. Sur ces dossiers qu'on vous apporte, vous en gardez combien? On a une sélectivité qui est très forte. On est aux alentours de 10% seulement des dossiers qui sont retenus dans toute la chaîne de montage des opérations. Et je crois que vous avez quoi, 50% de VFA, 50% On est à peu près effectivement dans une répartition qui serait 50% sur l'existant, qui est vraiment un savoir-faire qu'on a chez parce que finalement, il y en a peu généralement dans l'existant. Oui, c'est assez récent. C'est vrai que c'est une vraie force et un vrai savoir-faire qu'on a chez Garim. Une question, vous avez parlé tout à l'heure du côté social. Vous travaillez avec des bailleurs sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, que vous êtes dans les villes où il y a des politiques qui sont mises en place particulièrement poussées sur ce domaine. Comment ça se passe concrètement? Alors, je dirais que le démarrage de l'opération se fait plutôt sur on en revient au fondamental qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'emplacement et de la réalité économique de cet emplacement. Effectivement, c'est a fortiori des zones dans lesquelles on a un déficit de logement, où les gens ont une difficulté à accéder au logement et à se loger décemment. Et donc c'est effectivement des zones, ça rejoint, en fait, ça sous-tend le marché, la pertinence pour le nu propriétaire d'être dans des zones où, sur le logement social, on a également un déficit de logement. D'accord, donc c'est des zones où il y a besoin de logements sociaux, et c'est que du logement social ou il y a différents statuts dans l'immeuble en question? Alors, il y a différents... Non, dans un immeuble, on est effectivement soit en 100% démembré, on peut être également en diffus, donc on va avoir une quote-part qui va être allouée au logement social, à ce dispositif qui est l'usufruit locatif social, mais le reste de la résidence peut être complètement libre et donc commercialisé de manière complètement classique. Et donc là, commercialisé en pleine propriété du coup, sur le reste des bâtiments, enfin sur le reste des appartements pour le coup. Exactement. Et j'ai eu une autre question, vous avez mentionné tout à l'heure une date limite. Enfin, ou en tout cas, c'est quoi? C'est 15 ans, en fait, l'exploitation par l'institutionnel de l'usufruit de l'appartement en question? C'est une durée minimum, effectivement, légale, pour pouvoir mettre en place ce schéma d'usufruit locatif social. On a également développé une innovation chez Agarim, qui est la nue propriété optimisée au déficit foncier, dispositif sur lequel on peut avoir des durées de démembrement qui, pour le coup, seront là, on a l'avantage des deux mondes, du coup. C'est ça. De la nue propriété et donc du déficit foncier. Et justement, j'ai vu un programme à Saint-Paul-de-Vence. Oui, très belle bastide. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est... Nicolas? Oui, non, c'était sur les 15 ans. Juste sur les 15 ans, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre. Voilà, du coup, l'intérêt de la nue propriété, d'ailleurs, ça s'appelle la nouvelle pépite, c'est qu'effectivement, je pense que c'est bien connu des investisseurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, quand vous discutez avec les bailleurs sociaux et vous leur dites, l'appartement, c'est que pour 15 ans. Il y a quand même un certain nombre de réglementations dans ce secteur, et notamment des pouvoirs publics qui ont un quota en fait à respecter de logements sociaux. Qu'est-ce qu'ils vous répondent, les bailleurs sociaux? Ils vous disent 15 ans, c'est pas assez, ou on trouvera une autre solution dans 15 ans? Alors, il y a deux choses. En fait, on ne vient pas en substitution du dispositif existant de logement social pérenne. C'est vraiment une solution complémentaire, et à ce titre-là, les bailleurs nous ont identifiés comme tels. Donc, c'est pas déshabiller Jacques pour habiller Paul. Et donc finalement, c'est pas gênant finalement d'avoir un usufruit qui soit temporaire. D'accord. Ok, ça vient en complément en fait d'une solution existante. Ce que Exactement. Vous nous dites. D'accord. On a vu les fondamentaux. C'est vrai que si on regarde les points de vigilance, ça va être la même chose. C'est emplacement, la solidité du coup. La solidité du bailleur et l'emplacement pour avoir une pertinence dans le choix de l'investissement qui va être fait par le nu propriétaire. Et en termes de répartition de votre offre entre Paris et les régions, ça donne quoi? On a à peu près 50% en région parisienne et 50% dans les régions, sur des villes encore une fois tendues. Ça reste urbain pour le coup. Et ça reste urbain, ça reste des centres-villes qui ont une dynamique économique avérée et une demande supérieure à l'offre. On a parlé du LS et vous faites aussi de l'ULI. Oui. C'est effectivement... On va rappeler ce que c'est aussi, même si c'est pas forcément évident pour tout le monde. ULS, ULI. C'est le logement intermédiaire. Et donc effectivement, là, on s'adresse à une catégorie de population qui est finalement, pour vulgariser, trop
pauvre ou a du mal à accéder finalement à un logement décent sur le marché libre et qui malheureusement gagne trop pour pouvoir prétendre à du logement social qui est le logement qu'on venait d'évoquer. Et donc, parce que les plafonds de logements sociaux sont effectivement, les critères sont finalement assez élevés, notamment sur les plafonds PLS, prélocatif social. Et donc, cette frange de catégories de familles et de salariés a aujourd'hui du mal, et c'est une réalité, à se loger de manière décente. Et le logement social, intermédiaire est une façon de répondre à ce besoin-là. D'accord. Juste une dernière question. Est-ce que vous avez une offre sur mesure pour les institutionnels? Est-ce que vous faites du club deal? Oui, effectivement. Alors, c'est une de nos particularités. C'est la deuxième, d'ailleurs, je dirais, spécificité d'Agarim avec le sourcing. C'est d'avoir justement réussi à montrer cette offre sur mesure et dédiée, soit en direct, soit en club deal, auprès d'institutionnels qui peuvent être des sociétés de gestion, des institutionnels plus corporels comme des caisses de retraite ou de mutuelles, ou de family office par exemple. Qui eux en fait vont gérer leur trésorerie en fait, ils placent leur trésorerie en fait dans la gestion de l'usufruit, c'est ça? Dans une optique de placement pour eux, effectivement. D'accord. Vous pouvez nous donner peut-être un exemple d'opération, juste pour terminer très vite comme vous voulez, au choix. On a une opération, par exemple, qu'on a réalisée à Cannes, donc extrêmement bien placée à côté de la Croisette, qui est un immeuble dans l'existant. Et qui est monté avec un bailleur extrêmement réputé sur la zone, qui est Erilia. Merci beaucoup Romain d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve tout de suite pour le Club Action. Bienvenue dans le Club Action. Nous allons à présent parler d'impact. On va se demander s'il s'agit d'un effet de mode ou d'un véritable thème de gestion. Et nous allons en parler avec Daphné Parent, analyste ESG ISR chez Gay-Lussac Gestion. Bonjour Daphné Parent. Bonjour Daphné. Bienvenue sur ce plateau. Alors, vous êtes analyste ESG ISR et on va parler d'impact. 3 termes qui finalement recouvrent des réalités différentes. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir rapidement ce que c'est que l'impact? C'est pas la même chose que l'investissement ISR pour le coup. Absolument. Alors tout d'abord, il faut savoir que l'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Bien sûr. Donc c'est une stratégie qui va appliquer l'ESG. Donc l'ESG, c'est des critères qui sont pris en compte dans l'analyse, c'est les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Donc ce qui se fait en général, c'est qu'on va regarder les meilleurs élèves de chaque secteur. Ça s'appelle une approche un petit peu best in class. Donc c'est ça qu'on va voir dans l'ESG. Ensuite, l'impact est un petit peu différent, dans le sens où on va vraiment avoir un thème d'investissement durable et investir dans des acteurs qui favorisent une croissance durable et viable à long terme. Donc aussi bien sur le plan économique que sur le plan écologique et social. Donc en fait, la différence entre les critères ESG, l'investissement socialement responsable, c'est qu'on va correspondre à des critères existants, alors que là, on va se poser un peu plus la question du futur, c'est ça? Pas vraiment. L'ESG, en fait, c'est de prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et donc, on va distinguer les bons des mauvais élèves. Alors que l'impact, c'est vraiment investir dans des thématiques qui sont en lien avec de nombreux objectifs internationaux, comme par exemple les accords de Paris et tout ce qui concerne notamment la neutralité carbone. Oui, c'est ça. Donc, du coup, on se pose quand même la question d'avoir un impact sur le futur, plus que, effectivement, de savoir si on a la meilleure note de son secteur d'activité ou de sa taille d'entreprise. Le thème est assez clair, hein, impact, effet de mode ou véritable thème de gestion. C'est quand même un sujet qu'on traite assez régulièrement, l'impact ou les critères ESG ou l'ISR. On a l'impression qu'il n'y a plus une seule entreprise en France ou dans le monde qui ne fait pas d'impact d'ESG ou d'ISR, ou en tout cas dans son plan de communication. Donc, du coup, les financiers, pareil, nous disent de plus en plus ceux qui font de l'ISR. Concrètement, avec votre vision et votre expertise, on est sur un effet de mode ou sur un vrai bouleversement actuellement? Alors, ce que je trouve extrêmement intéressant dans la manière dont est tournée la question, c'est qu'on utilise le terme effet de mode. Effet de mode, ça fait référence à un comportement assez grégaire, assez irrationnel, comme un effet un petit peu moutonnier. Bien sûr. Et on voit aujourd'hui que sur le marché, ce n'est pas du tout le cas. C'est plus la manière dont appréhendent tous les acteurs du marché qui a changé, parce qu'il y a eu un effet, une prise de conscience globale des acteurs, aussi bien des acteurs institutionnels que des investisseurs quelconques. Donc, pour ceci, la régulation s'est adaptée. Donc, on a eu un nombre de régulations, comme par exemple la taxonomie ou encore le règlement SFDR. Et à côté de ça, on est face à des investisseurs
qui ont envie de placer leurs actifs dans quelque chose qui a du sens. C'est ce que vous constatez, ça, aujourd'hui? Parce qu'en fait, quand on regarde ce secteur, on a du mal à comprendre d'où vient la volonté. Est-ce que ça vient des épargnants, des entreprises, des fonds? Est-ce que l'épargnant, c'est lui qui pousse pour que les entreprises aient cette stratégie-là? Est-ce que c'est les fonds qui poussent? Est-ce que c'est les entreprises qui poussent? Là, ce que vous nous dites, c'est que ça vient des épargnants à la base? Ça vient des épargnants. Mais ça vient également d'un aspect un peu étatique, c'est-à-dire que toute cette régulation, elle a été européenne et poussée sur tous les acteurs du marché. Et nous, en tant qu'acteurs sur les marchés financiers, on s'adapte et on va pousser ce thème également parce qu'on essaye d'agir à notre échelle comme on peut pour avoir et garantir une croissance durable et également le mouvement des flux de capitaux vers la croissance durable et vers une neutralité carbone. Parce que la vérité, c'est qu'on est face à des risques climatiques énormes. Tout le monde en a conscience aujourd'hui. On peut voir notamment toutes les études qui ont été faites, notamment le dernier rapport du GIEC. Donc la prise de conscience a été assez globale. Et c'est pour ça que tous les acteurs prennent conscience. Et certains parlent d'effet de mode. C'est peut-être que ces acteurs n'ont pas encore eu cette prise de conscience parce qu'on est face à quelque chose qui est grave et qui arrive bientôt. Donc c'est pour ça que... Ou peut-être qu'on parle d'effet de mode parce qu'il y a beaucoup plus parce qu'il y a d'un coup d'un seul, tout le monde se met à dire qu'il en fait et tout le monde se met à dire qu'il en fait depuis très longtemps et que du coup on se pose la question de savoir si c'est pas surtout dans des slides de communication et s'il n'y a pas une partie de greenwashing là-dedans. Absolument. Alors le greenwashing, c'est quelque chose qui est très répandu aujourd'hui et il y a beaucoup d'acteurs qui surfent sur cette tendance justement et c'est à nous en tant qu'investisseurs également de repérer quels acteurs font du greenwashing ou quels acteurs ont une démarche on va dire sincère et c'est pour ça que les réglementations entrent en compte et c'est là qu'elles vont définir réellement qu'est-ce qu'est une activité durable, donc notamment la taxonomie. Elle se concentre sur 3 types d'activités. Donc, les activités bas carbone qui vont dans le sens... On peut peut-être redéfinir la taxonomie rapidement quand même pour les gens qui nous écoutent. Absolument. Alors, la taxonomie, c'est un cadre réglementaire sur lequel les investisseurs vont se baser pour investir dans des activités dites durables. Donc, c'est comme une sorte de glossaire qui va définir chaque sous-secteur et chaque sous-activité si elle est viable pour une croissance d'ici à 2050 qui rentrerait dans une neutralité carbone. Très concrètement, comment vous la mettez en place, cette stratégie à impact chez vous, chez Gay-Lussac Gestion? Alors nous, justement, on va se concentrer sur l'implémentation de cette stratégie par des exclusions. Donc ça, c'est assez classique. Donc on va exclure tout ce qui va être combustible fossile, charbon, enfin les exclusions assez conventionnelles, on va dire, comme le tabac, et voilà. Et à côté de ça, on va réellement investir dans des activités durables selon des cadres réglementaires. Donc nous, on utilise le cadre réglementaire Climate Bond Initiative, qui est une taxonomie, mais on prend également en compte le pourcentage d'alignement à la taxonomie européenne et on va également prendre en compte un nombre d'indicateurs d'impact parce que un fois impact, c'est avant tout être transparent sur son impact et savoir mesurer cet impact-là. Donc ça passe par des indicateurs comme par exemple l'empreinte carbone ou encore le pourcentage décarboné du fonds. Donc on va prendre le pourcentage d'énergie renouvelable issu de chaque mix énergétique de chaque acteur dans lequel on va investir. Donc c'est des indicateurs qu'on prend en compte pour mesurer cet impact et on va d'un côté le comparer avec l'indice de référence, mais également essayer de s'aligner avec des objectifs de neutralité carbone et des accords de Paris pour le climat. Parce que là, moi, j'ai le graphique de votre fonds Gay-Lussac Green Impact. Et il y a quelque chose qu'on observe qui est quand même très très net, et j'aimerais bien que vous nous expliquiez comment c'est possible. C'est que vous avez ici donc la courbe de votre fonds qui est donc sous les indices de référence et qui à peu près aux alentours de janvier 2020 sur mars et puis mars 2020, mais ça on imagine un peu pourquoi ici il y a eu un impact. Et ça remonte et vous passez au-dessus de vos indices. Alors vous étiez systématiquement en dessous et vous passez depuis au-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quoi? Notre fonds à impact, c'est donc Gay-Lussac Green Impact. Et à partir de décembre 2019, comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a eu une restructuration de notre processus d'investissement
et nous avons appliqué le procédé Gay-Lussac Gestion, c'est-à-dire que on va avoir un choix de valeur axé sur 3 critères. La faible volatilité, le faible bêta, donc une décorrélation du marché, et également un bon momentum. Donc on va prendre ces 3 critères de manière équipondérée, et ça va faire notre univers d'investissement, et on va privilégier les meilleures valeurs. Et c'est pour ça que... C'est du triple A, par exemple, que vous privilégiez dans les valeurs? En fait, je ne sais pas si on pourrait le comparer à ce genre de grade, parce qu'on utilise le grade pour la notation ESG, par exemple. Mais dans ce cas-là, on va privilégier des valeurs de qualité avec une faible volatilité. Et c'est ce qui fait qu'on peut, à terme, surperformer le marché, notamment comme on l'a vu depuis la restructuration de 2019. C'est très net. Vous les trouvez où, les valeurs? Vous nous avez dit que vous les compariez à la taxonomie européenne. Donc, du coup, vous allez les chercher dans toute l'Europe ou vous restez en France? Oui, alors le fonds en question, Gay-Lussac Green Impact, a comme indice de référence le stock 600. Donc, on va se concentrer essentiellement sur des valeurs européennes. D'accord. Et des large cap? Des large cap, mais également des mid et des small cap. D'accord. Et on essaye de prioriser celles qui ont un vrai impact positif, aussi bien environnemental que sociétal. Voilà. Merci beaucoup Daphné Parent. Je rappelle que vous êtes analyste ESG et ISR chez Gay-Lussac Gestion. Merci à vous également de nous avoir suivis. J'espère que la notion d'impact est plus claire pour vous et on se retrouve tout de suite dans le Club Expert. Et vous regardez le Club Expert. On reçoit aujourd'hui Maître Antoine Ravel d'Esclapon, qui est docteur en droit et diplômé notaire. On va parler du testament avec vous aujourd'hui. Bonjour, bienvenue. Antoine. Avec plaisir, merci. Ça change un peu. Ça change. La dernière fois, on parlait mariage. Exactement. Je fais le service après-vente. Ouais, c'est ça. On était mariés maintenant. Le testament. Alors déjà, est-ce qu'on doit rédiger un testament? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est obligatoire? Alors, vous avez parfaitement raison. Par défaut, le Code civil prévoit tout sur le plan civil. Je rappelle qu'au moment du décès, il va se passer 3 choses. D'abord, votre âme va aller sur le plan surnaturel, au paradis dans votre cas, évidemment. Évidemment. Votre corps, il y aura un aspect pour le corps, l'incinération ou l'enterrement. Là encore, ne pas le mettre dans le testament, parce que c'est souvent un peu trop tard quand il est lu devant le notaire. Et puis, le patrimoine va être transmis aux successibles. Et la question est, qui sont les successibles? Eh bien, le Code civil définit précisément les héritiers. Il dit, c'est par rapport à votre arbre généalogique, par exemple, un quart votre père, un quart votre mère, et puis les frères et sœurs pour le reste. Mais si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, vous avez le droit. Et vous pouvez donc, par un testament, déroger et instituer vos légataires, légataires universels ou légataires particuliers, ceux que vous allez choisir, c'est vos chouchous à vous. Mais si on n'a pas écrit de testament, par exemple, et qu'on a un enfant, ça va directement à l'enfant? Exactement, puisque le Code civil le prévoit par défaut. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples dans vos dossiers d'une loi qui n'est pas toujours adaptée aux besoins des clients? Par exemple, on ne peut pas déshériter un enfant. Alors, on va y venir. D'abord, la loi n'est pas toujours adaptée. Je prends un premier exemple, des concubins qui acquièrent un bien. Eh bien, il y a une protection de 0 pour le survivant. Bien S'il n'y a sûr, pas de testament. parce qu'ils ne sont pas mariés. Parce qu'ils ne sont pas mariés. D'accord. On avait parlé la dernière fois, notamment des différents menus. Donc là, ils ne sont pas mariés. Et là, d'un seul coup, la belle-mère déboule dans l'appartement, qui a été financé par l'un. Bon, donc, ça crée une tension. Deuxième cas de figure, le Pacs. On dit, oh, mais j'ai essayé de mieux faire, j'ai mis en place un Pacs. C'est bien le Pacs. On verra que ça a beaucoup d'avantages sur le plan fiscal, je suis d'accord. Mais la protection, c'est un droit d'usage et d'habitation de la seule résidence principale et des meubles blancs pendant 1 an. Ce qui est quand même très léger. Troisième autre cas, on est marié avec des enfants communs, tout le monde s'entend bien. Mais je veux aussi peut-être sacraliser ma résidence principale. Je veux qu'en cas de décès, le conjoint survivant fasse ce qu'il veut de la résidence principale. On a du patrimoine par ailleurs, on veut transmettre aux enfants par ailleurs, mais je veux protéger. Donc là encore, la loi n'est pas bien faite parce que démembrement, on en a parlé tout à l'heure, indivision, etc., ce n'est pas adapté. Encore un autre exemple, vous voyez, un 4e exemple pour vous montrer à quel point ils sont nombreux, des personnes dans une famille recomposée. Et dans ce cas-là, ils font le maximum, ils se marient. Et que dit la loi? La loi dit 1/4 en pleine propriété. Et le survivant dit, mais attends, 1/4, donc non seulement tu vas pas avoir la jouissance, un usufruit qui permettait de conserver ton cadre de vie, mais ce quart, il va venir à tes enfants, et il ne profitera donc jamais à mes enfants. Donc vous voyez que le Code civil n'est pas adapté. D'où l'intérêt d'aller voir le bon professionnel pour se dire que dit par défaut le Code civil, et en conséquence, y déroger à travers un testament.
Et on ne peut pas déshériter à ses héritiers. Alors, vous avez raison. Autant on peut avoir ses chouchous dans le testament, mais la loi aussi a ses chouchous. Ouais. Et donc la loi protège un certain nombre d'héritiers qui sont dits réservétaires. Ce sont les descendants. Ils ont donc droit à une part de la succession. Et si vous ne laissez pas de descendants, c'est votre conjoint marié, bien sûr, qui lui aussi a des droits réservataires. Alors, ceci étant dit, on se souvient de l'affaire Johnny Hallyday, par exemple. Ça peut donner lieu à un certain nombre d'événements et d'émotions. Vous avez aussi en tête les successions de Bettencourt et autres. Voilà, il y a eu quand même beaucoup d'affaires compliquées. Néanmoins, le testament peut permettre d'organiser et surtout d'éviter l'indivision et de faire en sorte qu'on puisse dédommager celui qu'on entend écarter. Je donne un exemple. Monsieur Thérieur a 2 fils. Il a Alain et Alex. Bon, c'est facile. Et donc il dit, voilà, ma maison, je veux que ça soit Alain. À l'intérieur, il sera bien. Alex, il sera à l'extérieur. Donc que fait-il ? Il peut faire un testament dans lequel il dit, je lègue tout à Alain, à l'intérieur, à charge pour lui de dédommager d'un tiers, ce que la loi lui reconnaît minimum, à son frère. Ce qui fait que quand il s'agira de vendre la maison ou de louer la maison, seul Alain sera décisionnaire. Vous voyez la différence entre les quotités des uns et des autres et le pouvoir, la gestion qu'on peut organiser également avec le testament. Alors, c'est pas le sujet, mais du coup, à l'intérieur, paiera les frais de succession et pour pas à l'extérieur. Pour deux tiers, il va bien recevoir un tiers. Il va être dédommagé en valeur. Comment est-ce que je rédige concrètement mon testament ? Je peux, moi, l'écrire sur n'importe quel papier et le donner à mon notaire ? Là, vous commencez par le pire. Je commence par le pire, voilà. On parle d'essai, alors évidemment, tout le monde. Alors, vous commencez par le pire, c'est ce qu'on appelle techniquement un testament holographe. Il est signé, daté, manuscrit. C'est un testament de dépannage, de secours. Il est vraiment pensé comme cela dans le Code civil. Et on a toutes sortes d'exemples sur des cartes postales, sur une plage, à l'arrière d'une cuisinière. Cuisinière, la machine, pas la personne. Bien sûr. D'accord. Et donc, à partir de là, c'est un testament qui vraiment va dépanner, parce qu'il est facile à faire, mais en même temps, est-ce qu'il est sûr, est-ce qu'il est fiable ? Il n'obéit pas, alors qu'on parle quand même de tout votre patrimoine, à un formalisme quand même rassurant et protecteur. Ensuite, donc ça, c'est le testament holographe que je ne recommande pas, évidemment. Deuxièmement, il y a le testament du cinéma, c'est le testament mystique. Vous savez, le notaire qui ouvre une enveloppe et à l'intérieur, il y a le testament. Mais ça ne pratique pas. Voilà, ça existe dans le Code civil, mais il présente beaucoup d'inconvénients, on n'est pas pratiqué. Le testament authentique, alors c'est très bien pour la reconnaissance d'enfants naturels, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment c'est un testament beaucoup plus solennel. Et enfin, le dernier testament que j'aime beaucoup, c'est le testament international, qui est reconnu par beaucoup de pays dans le monde et qui permet, en conséquence, notamment quand vous êtes concerné par l'international, parce que vous avez des biens à l'étranger, etc., d'avoir beaucoup d'avantages et beaucoup de sécurité. Comment opère la fiscalité ? Alors la fiscalité fonctionne du lien de parenté entre vous et vos successibles. Alors plus on s'éloigne dans l'arbre généalogique et plus ça va coûter cher. Bien sûr. Donc votre conjoint, on l'aime beaucoup, donc lui, il est exonéré. Ensuite les enfants, 100 000 € d'abattement par enfant, par parent. Et puis ensuite, on a une progressivité de l'impôt, mais très vite, après 15 000 €, on arrive sur une tranche déjà à 20%. Et puis ensuite, frères et sœurs, ça va être un plus petit abattement de l'ordre de 15 000 €, 35-45% de taux d'imposition. Et puis, plus on s'éloigne, plus ça va coûter cher, jusqu'à 60%. Donc, par exemple, si je dis « Ah, mon concubin », eh ben, mon concubin, c'est du 60%. Exception quand même, les œuvres, les fondations qui sont, elles, totalement exonérées. Après, on peut, avec un peu d'habileté, désigner une œuvre à charge pour elle de reverser à une personne qui a un degré de parenté éloigné. Ça va réduire la pression fiscale. Merci beaucoup, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon. On n'aura pas le temps d'aborder finalement les façons dont on peut compléter son testament, mais vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, donc si on a des questions là-dessus, on peut vous les poser directement. Et si le testament est bien rédigé, donne envie de décéder. Exactement. Voilà, merci beaucoup, Maître Antoine de Ravel d'Esclapon, docteur en droit et diplômé notaire. Et ben, c'est reparti pour une semaine du coup d'animation de Smart Patrimoine à vos côtés, Laura. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir. Et on se retrouve du coup demain, mardi, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. Bonne journée.